Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Marie-Gwen Carichon. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Storia Voce pour une nouvelle émission de nos grands entretiens. Vous ne pouvez plus prendre le métro depuis quelques jours, c'est le drame. Mais le téléphone vous sauvera probablement d'une situation fâcheuse. De toute façon, grâce à ces grandes percées haussmanniennes, il n'est pas trop difficile de se repérer dans Paris. La Tour Eiffel, le Grand Palais, Montmartre, Saint-Lazare seront vos points cardinaux. En même temps, vous ne rateriez pour rien au monde les vitrines des grands magasins qui sont devenus une fête au moment de Noël, une véritable exposition. Et en même temps, Paris vous fatigue avec son bruit, sa vitesse, sa course effrénée pour toujours plus de progrès, pour toujours plus d'invention, pour toujours plus de rentabilité. Paris veut éclabousser le monde. Évidemment, dans l'idée, ça vous plaît, mais pour l'instant, vous n'attendez qu'une chose, récupérer votre auto pour filer à la plage, vous divertir avec le journal qui aujourd'hui sait si bien mettre en scène les petites histoires de la vie quotidienne. Vous n'attendez qu'une chose, prendre un bain de mer et oublier que vous avez 7 expos de retard. Vous êtes décidément de nobles héritiers du 19e siècle qui a créé pour vous la ville moderne, et plus précisément le monde moderne. Je m'excuse auprès de ceux qui ne partagent pas la frénésie parisienne, mais vous le comprendrez dans l'émission, je l'espère. Si les inventions et l'effervescence dont nous allons parler concernent toute la France, Paris en est resté la vitrine et bien entendu le symbole. Nous recevons aujourd'hui Marie-Paule Virard qui a écrit 30 histoires des inventions qui ont structuré l'époque moderne depuis 1789. Bonjour Marie-Paule Virard. Bonjour, merci de m'accueillir. Vous êtes journaliste économique, vous avez été donc rédactrice en chef du mensuel Les Échos et vous avez bien entendu écrit de nombreux ouvrages d'économie avec Patrick Artus. Votre dernier livre s'intitule Les inventeurs du monde moderne, paru aux éditions Vendémiaire, dans lequel vous nous racontez une page d'histoire, ou plutôt des pages d'histoire, du 19e et 20e siècle. Le 19e, c'est le siècle des inventions. Oui, absolument, c'est un siècle absolument éblouissant où ce monde moderne que vous venez d'évoquer, ce monde dans lequel on vit encore aujourd'hui, eh bien, il est né au 19e siècle, dans une effervescence créatrice étonnante, magnifique dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la science, des techniques, des arts, de la société. C'est vraiment une période qui est marquée par la créativité et aussi par l'idée de progrès. On pense que le progrès humain, le progrès justement dans tous ces domaines, les sciences, les techniques, les arts, etc., va apporter un mieux-être pour tous. Et pourtant, la vie de l'époque est encore très difficile pour un grand nombre de nos concitoyens. Mais cette idée c'est vraiment le sens de l'histoire. Et d'ailleurs, même les écrivains comme Victor Hugo dans Les Misérables va écrire, voilà, le pas collectif de l'humanité s'appelle le progrès. Et pourtant, depuis toujours, l'homme invente, crée de nouvelles techniques artistiques, de nouvelles techniques. Mais alors, qu'est-ce qui distingue le 19e siècle des autres périodes? C'est cette idée de progrès? Oui, c'est quand même l'idée force. Et puis, on est avec le 19e dans la première révolution industrielle. Il faut dire que cette révolution, elle a commencé au 18e, notamment en Angleterre, qui, à l'époque, en tout cas au début du siècle, a une petite longueur d'avance, alors que la France, l'économie française sort de 25 ans de révolution, puis de guerre napoléonienne. Et donc, l'économie française est un peu épuisée par cette période et doit rattraper
sa grande concurrente de l'époque, puisque c'est à l'époque l'économie britannique, anglaise, qui tient le haut du pavé dans le monde. Et donc, voilà, il y a cette effervescence incroyable qui est portée par toutes les découvertes. Le 19e, c'est quand même l'époque des grandes découvertes au niveau du téléphone, de l'électricité, des matériaux modernes comme le fer et l'acier qui permettront de construire, par exemple, de grands bâtiments incroyables comme celui du Montmarché, toute chose qui était impossible dans les siècles précédents parce que tout simplement on ne pouvait pas, ou la Tour Eiffel. De la même façon, puisque la Tour Eiffel, vous savez que à l'époque, le grand rêve de tous les architectes de la planète, c'était de construire un monument qui avait plus de 100 mètres de haut. Et ça, c'est grâce évidemment aux matériaux modernes que ça a été possible. Auparavant, les uns et les autres ont essuyé échec sur échec. Donc, au 19e, c'est toute cette innovation technologique, technique, scientifique qui permet d'aller de l'avant et de porter ce progrès dont tout le monde rêve. Et tout le monde, alors ça, c'est quelque chose qui nous différencie par rapport certainement à ce que nous vivons aujourd'hui. À l'époque, tout le monde rêve que ses enfants vivront mieux. Grâce à ce progrès, tout le monde rêve que peut-être tel ou tel de ses enfants deviendra riche. Et voilà, même si les inégalités sont très fortes, elles sont mieux vécues certainement à l'époque, puisqu'il y a ce mouvement collectif. Et alors, comment est-ce que les penseurs, et même le français qui travaille en usine, va définir ce progrès? Comment il l'explique? Quel mot il met derrière ce terme? C'est difficile à dire, je crois, ça, parce que effectivement, alors il y a quand on vit à l'usine, le progrès, par exemple, la question du travail des salariés, des ouvriers, va se poser très tôt. Et ce que j'ai peut-être pas dit encore, c'est que le 19e, c'est effectivement le siècle du progrès, mais c'est aussi un siècle où déjà on va entrevoir les premières limites, évidemment, ou les premiers inconvénients. Par exemple, pour un ouvrier qui travaille dans une usine de draps dans la région de Reims au début du 19e siècle et qui voit ce qu'on appelait les tondeurs de draps, c'est-à-dire ces ouvriers qui permettaient aux draps d'être bien lisses, bien douillés parce qu'ils avaient des outils pour les tondre, eh bien, il découvre que les machines vont prendre leur travail. Alors, là aussi, on peut rapprocher avec notre période d'aujourd'hui et la robotisation. C'est-à-dire les tondeurs de draps, eh bien, ils découvrent que ce progrès et pourtant, ils ne sont pas anti-progrès, ils ne sont pas technophobes. Ils admirent ces machines très sophistiquées qui permettent de travailler plus vite, mieux. Mais évidemment, ils redoutent de perdre leur qualification, leur emploi et donc leur place dans la société. Donc le progrès fait peur. Il peut aussi faire peur. En revanche, celui qui monte pour la première fois dans le train en 1837 pour faire le trajet gare Saint-Lazare Saint-Germain est absolument ébloui de pouvoir aller à 40 à l'heure et en moins d'une demi-heure de rallier Saint-Germain, alors qu'avant il fallait des heures et des heures en voiture à cheval. Donc l'usager est tout à fait séduit par le progrès et parfois déjà, en revanche, le salarié, lui, en perçoit évidemment les limites et les inconvénients. Est-ce qu'on peut dire que le progrès permet une société du mouvement, une société toujours en mouvement, contrairement peut-être à l'Ancien Régime où on espérait plutôt la stabilité? Oui, tout à fait. C'est vrai que on peut aussi parler du progrès dans l'évolution de la société du 19e siècle, parce que effectivement, auparavant, avant le 19e siècle, eh bien, la hiérarchie des places dans la société était, comme vous venez de le dire, tout à fait établie. C'était le sang, le rang, les honneurs militaires, les hauts faits d'armes, l'aristocratie tenait le haut du pavé et
évidemment, on n'envisageait pas forcément que tout cela change. Au XIXe siècle, le progrès, c'est aussi que l'émergence de la bourgeoisie marchande. L'émergence de créateurs qui vont d'industriels, d'entrepreneurs. C'est là que la notion d'entrepreneuriat émerge pour la première fois, parce qu'effectivement, ces gens-là travaillent. Ils travaillent et ils vont créer des richesses. C'est la période de Louis-Philippe que l'on compare parfois avec la période d'aujourd'hui. C'est-à-dire, Louis-Philippe, c'est quelqu'un qui pense que la création de richesses, c'est le progrès pour tous. Et c'est pour ça qu'il va encourager les bourgeois à créer des entreprises, à créer des affaires, des banques, des sociétés industrielles. Les frères Pereire, par exemple, avec le chemin de fer, sont tout à fait emblématiques de cette époque-là. Baudelaire, dans un poème qu'il dédie à Victor Hugo, s'exprime ainsi sur Paris. « Le vieux Paris n'est plus, la forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel. On imagine ces poètes nostalgiques, peut-être du Moyen-Âge, qui est très fantasmé, d'ailleurs au 19e, et qui regrettent toute ce mouvement perpétuel de Paris. Alors, qui sont les grands intellectuels, si on peut parler ainsi, avant l'affaire Dreyfus, qui se sont élevés contre le progrès défini comme une idée un peu générale. Alors, vous évoquez Baudelaire. Baudelaire dit le progrès, c'est la barbarie éclairée au gaz. Ça veut dire effectivement, alors pour les grands intellectuels aussi, et vous évoquez Paris, c'est toute l'aventure, c'est toute l'histoire du baron Haussmann et de la transformation de Paris, qui a été une aventure absolument incroyable, mais qui en même temps a suscité aussi énormément de réticence, parce que c'est vrai, il faut reconnaître d'abord Haussmann. Quand on dit l'aventure d'Haussmann, c'est aussi celle de Napoléon III, parce qu'en fait, c'est Napoléon III qui avait vécu pendant très longtemps en Angleterre et dans d'autres capitales en Europe, et qui avait perçu à quel point Paris était en retard. Paris était une ville qui était complètement bloquée par les embouteillages. C'était une ville polluée, c'était une ville où vous aviez des dizaines de milliers de chevaux avec le crottin de cheval, les odeurs méphitiques dans les rues. À l'époque d'Haussmann, il y avait quand même plus d'1 million d'habitants dans Paris, et il y avait vraiment une ville bloquée. Il fallait vraiment percer des avenues, il fallait moderniser, etc. Mais c'est vrai que cela n'a pas toujours été fait d'une façon très respectueuse, évidemment, de l'histoire que vous évoquiez, et notamment l'île de la Cité, notamment certains quartiers dans le centre de Paris, comme le quartier Saint-Roch, etc. Ces magnifiques immeubles 16e, 17e ont été, pour certains, rasés. Et donc, c'est vrai que de ce point de vue, les intellectuels se sont beaucoup érigés en censeurs de ce progrès qui faisait table rase de l'histoire de France. Et de la même façon, la Tour Eiffel a eu un destin. Il y a eu une pétition de tous les grands écrivains de l'époque, quasiment, qui disaient cette horreur boulonnée. Et pensait que c'était vraiment une tragédie de voir ce monument s'élever dans le ciel de Paris. Alors venons-en à la Tour Eiffel, qui a été donc construite en 1884. Oui. Aujourd'hui, elle nous paraît évidente. Oui. Elle fait partie du paysage, et pourtant, quand on y réfléchit, pourquoi, comme ça, une flèche, une grande dame de fer au milieu de la capitale, alors qu'il y avait des églises qui décoraient très bien et qui avaient une fonction utilitaire en apparence? Oui, alors c'était un symbole qui a été construit au moment dans la foulée de l'histoire des grandes expositions universelles, parce que quand on parle du progrès, on parle aussi des expositions universelles qui ont jalonné notamment la deuxième partie du 19e siècle, où Paris était effectivement ce réveil capitale du monde, il était à travers justement la capacité de la France à mettre en avant toutes les inventions possibles et imaginables, et dans une lutte perpétuelle avec Londres et avec d'autres grandes villes du monde.
Et donc la Tour Eiffel, à un moment donné, effectivement, Gustave Eiffel demande à son équipe, parce que moi, ce que j'ai découvert honnêtement en travaillant sur ce chapitre du livre, c'est que en fait, ce n'est pas Gustave Eiffel qui a dessiné lui-même la Tour Eiffel, mais un membre de son équipe, comme cela d'ailleurs se faisait couramment à l'époque. Simplement après, il y a attaché son nom, il a acheté les droits, etc. Et il avait donc demandé à ce jeune homme, qui s'appelait Cochelin, de dessiner quelque chose d'extraordinaire pour marquer la présence de Paris dans la prochaine exposition universelle, et donc à une époque, encore une fois, où tous les architectes du monde réfléchissaient à comment construire un monument qui frapperait les esprits dans le monde entier et serait un petit peu l'emblème des nouveaux moyens, des nouvelles inventions, avec effectivement l'usage du fer et des nouveaux matériaux. Alors, ce qui est très captivant dans votre ouvrage, Marie-Claude Virard, c'est que donc vous racontez plusieurs histoires d'invention, mais aussi vous citez les journaux, oui. Voilà, des correspondances. Et alors, il y a un passage que j'ai trouvé totalement délicieux sur le métropolitain qui a été inventé à cette période. Donc, je vais me permettre de citer. Un même cri échappe à tous sur l'escalier par où l'on remonte au jour. Quelle chaleur, c'est atroce. On se croirait en effet à la gueule d'un four. Un vent chaud vient sur nous, puant et torride. Dehors, c'est l'habituel décor de banlieue. Des arbres gris de poussière et les petits murs sales des propriétés. Tous les Parisiens sont immédiatement conquis d'ailleurs par le métro, puisque il démarre le 1er juillet 1900 et à la fin de cette année 1900, donc moins de 6 mois plus tard, il aura transporté quand même 18 millions de voyageurs. Et tous effectivement aiment passer du temps dans le métro. On ne court pas comme aujourd'hui dans le métro pour faire le voyage le plus rapide d'un point à un autre dans Paris. On y va pour rêvasser, pour se promener, pour admirer telle ou telle décoration de telle ou telle station. Il faut pas oublier aussi que que les entrées même des stations avaient été dessinées par Paul Guimard. C'était un des artistes de l'Art Nouveau de l'époque. C'est des stations absolument magnifiques, dont certaines restent encore aujourd'hui, mais beaucoup ont disparu malheureusement. Et par exemple, je me souviens d'un écrivain qui s'appelait Jean Paulhan et qui a écrit sur le métro. Les premières années du métro, je me rappelle très bien, on allait dans le métro pour faire un voyage et on y restait 3, 4 ou 5 heures. On connaissait les bons endroits, les ponts, lorsqu'on passait sur la Seine. Il arrivait à un écrivain de la Nouvelle Revue française de passer des journées entières dans le métro, tant il était ravi de voir de nouveaux paysages et d'ailleurs de voir aussi les souterrains. Donc les moyens de transport, on pense bien évidemment également au train. On veut aller plus vite, plus loin, on veut que ce soit plus grand et pourtant là encore les poètes vont se sentir un petit peu dépossédés du Paris ancien, et Alfred de Vigny va parler au sujet de la première gare qui est la gare Saint-Lazare si je me trompe pas. Il regrette donc le temps, c'est comme ça que vous le dites, le temps où le regard pouvait s'arrêter sur les choses. Oui. Le train il part de Paris et il va en banlieue ou... Il va la première ligne, c'est donc Paris jusqu'à Saint-Germain et au pied de Saint-Germain, parce que le train à l'époque n'est pas encore capable de monter la colline. Le moteur n'est pas assez puissant, donc il arrive au pied de Saint-Germain. Et c'est vrai que c'est la vitesse, parce que c'est 40 km/h. Et c'est cette vitesse qui va quand même caractériser l'histoire du capitalisme, l'histoire de l'économie. Ça ne s'arrêtera plus jamais, la vitesse. Mais effectivement, il y a cette nostalgie. Et il y a aussi ceux qui pensent que tout cela est très dangereux, puisque le progrès, évidemment, comme on l'évoquait tout à l'heure, il est toujours remis en question par les fâcheux, ceux qui pensent qu'il faudrait que rien ne bouge. Par exemple, il y a un très grand savant de l'époque qui s'appelle François Arago, qui était un médecin,
et chercheur, qui a fait tout un rapport sur le train et qui nous dit qu'à cette vitesse astronomique, les soldats qui vont être transportés par un wagon, par le train, vont en sortir efféminés. Ou bien et que tout le monde que si on passe dans les tunnels, on va attraper des fluxions, des pleurésies, des cathars, des maladies pulmonaires. Voilà. Donc il y a aussi d'autres qui ne croient pas du tout à cette création moderne. Par exemple, même Thiers, qui est quand même le président du Conseil de l'époque et qui manifestement avait beaucoup de prescience, enfin était très très perspicace. Disait à qui voulait l'entendre que le train c'était un joujou pour les bobos de l'époque parisiens et que il avait aucun avenir, qu'on ne transporterait jamais que des bagages, mais certainement pas des humains. Voilà. Et alors quand est-ce qu'on a construit le chemin de fer donc en périphérie, un peu plus loin? Après, voilà. Alors le premier train, donc c'est 1837. Après, effectivement, ce sont les frères Pereire qui vont mettre sur pied une entreprise et investir, parce que en Europe entière, à partir des années 30-40 jusqu'à la fin du siècle, on ne cessera plus de construire des lignes pour d'abord, dans un premier temps, en France, ce sera la côte normande, bien sûr, puisque c'est ce qui permet d'aller vers la mer, de toucher les plages du nord de la France. Et puis ensuite, on va descendre à Biarritz, on va descendre sur la côte d'Azur. Et sous Napoléon III, par exemple, l'impératrice Eugénie ira régulièrement prendre les bains à Biarritz et séjourner en villégiature dans le Pays Basque ou bien sur la Riviera. Mais ça, ce sera plus tard, vers la fin du siècle, parce que cette construction du réseau ferré français va irriguer finalement l'essentiel de la deuxième partie du 19e. Donc on invente le train pour aller prendre un bain de mer voilà. Qu'on vient d'inventer. Voilà. Que la duchesse de Berry vient d'inventer, parce que à Dieppe, c'est à Dieppe, en réalité, que naît en quelque sorte la thalassothérapie à la française. Et là aussi, on imite les Anglais qui, à Brighton, de l'autre côté de la Manche, avaient quelques décennies plus tôt créé déjà des institutions spécialisées dans les bains de mer. Parce qu'auparavant, les bains de mer, au XVIIe, au XVIIIe, on les réserve aux malades mentaux, aux aliénés ou à ceux qui ont été mordus par un chien et qui ont peut-être contracté la rage. C'est pour les soigner qu'on les plonge dans l'eau de mer. Et ça n'est que, donc, au début du XIXe siècle, qu'on découvrira toutes les vertus bienfaisantes de la thalassothérapie. Et c'est évidemment la belle société de l'époque qui initie ce mouvement autour, par exemple, à Dieppe, de la duchesse de Berry. Et là aussi, ça donne lieu à des articles ou à des écrits absolument délicieux, parce que, par exemple, Marie Dagou, qui était une des grandes amies de la duchesse de Berry, a écrit sur leurs aventures dieppoises, et elle dit dans ses gaines collantes et moulantes, la plus jolie femme du monde semblait une monstruosité, parce qu'évidemment c'était tout un cérémonial qui entourait la cérémonie du bain. Et on tirait même un coup de canon au début de la saison lorsque ces dames avaient pris leur premier bain de mer. Mais qu'elle se rassure, puisque cette monstruosité, elle peut l'abandonner pour retourner dans son Paris et aller faire ses courses au bon marché, qui vient d'être inventé par Aristide Boucicaut. Alors c'est une histoire un petit peu, digne d'un roman de Balzac ou de Zola. Moi, je dirais qu'il termine bien pour le coup, mais où on voit un petit peu l'émergence sociale de quelqu'un d'origine modeste qui va finir par habiller toute la haute société parisienne. Quelle est cette histoire? Et Aristide Boucicaut, c'est un jeune homme ambitieux qui a commencé sa vie sur les marchés en province, tout jeune, et qui a
après fait ses premières classes, si je puis dire, de marchand dans une petite boutique du quartier de Sèvres Babylone à Paris. Et c'est là qu'il va apprendre son métier. Et ça s'appelle au Petit Saint-Thomas. Et ce Petit Saint-Thomas, c'est un des premiers magasins où déjà on a inventé les formes modernes de vente. Pour la première fois, il y a des vitrines avec les prix. On invente les soldes. On invente des boutiques où il y a un assortiment d'articles, alors qu'auparavant les boutiques étaient beaucoup plus spécialisées. C'était des petites échoppes vraiment spécialisées. Le Petit Saint-Thomas, c'est déjà l'ancêtre du Bon Marché parce que on y trouve aussi bien des parapluies, des colifichets, du tissu d'ameublement, des vêtements. Voilà, c'est déjà une amorce de grands magasins. Et c'est là que donc Aristide Boucicaut apprend son métier. Et ensuite, malheureusement, le Petit Saint-Thomas va avoir un problème parce que il va pas survivre en fait à la Révolution de 48 tout simplement, qui a décimé un certain nombre de commerces de l'époque. Et c'est là qu'il va s'associer avec les frères Vidot, qui avaient créé un autre magasin de même nature qui s'appelait Le Bon Marché, mais qui à l'époque était un tout petit magasin quand même, où il y avait que quelques salariés et très peu de comptoirs. Hein. Mais Aristide Boucicaut a des très grandes ambitions. Il rêve de créer une boutique, un magasin immense, à la gloire de la femme d'abord, parce que il faut dire aussi que l'histoire du Bon Marché, c'est aussi l'histoire, on pourra en dire un mot, de l'émancipation des femmes. Mais et donc il s'associe avec les frères Vidot et très vite il développe 1000 choses, 1000 services autour des boutiques et des comptoirs. Et il essaye vraiment de créer une nouvelle forme de commerce de détail. C'est l'époque où effectivement les femmes commencent à s'intéresser à la mode. C'est l'époque où les femmes commencent aussi à sortir sans être accompagnées soit de leur mari, soit de leur confesseur, ou pour aller à l'église ou au cimetière. C'était à peu près les seuls. Et voilà qu'elles sont émerveillées évidemment par ce magasin qui va prendre une ampleur. Aristide Boucicaut va racheter leur part aux frères Vidot, auxquels il a fait très peur avec ses ambitions et ses rêves de grandeur un petit peu. Et il va trouver de quoi se financer et il va se lancer donc dans la construction de ce magnifique immeuble du Bon Marché qu'on connaît encore aujourd'hui à Paris. Et là aussi, qui est construit par Gustave Eiffel en partie et qui est sur un modèle qui a déjà fait ses preuves aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, dans ces années-là, un immigré irlandais qui s'appelle Stewart a créé ce qui s'appelle le Palais de Marbre, et qui est un magnifique magasin comme ça, avec 5 ou 6 étages, qui est immense, avec un choix de produits absolument inimaginable quelques années auparavant. Et ce modèle de magasin, Aristide Boucicaut va vouloir le reproduire rue de Sèvres à Paris. Donc c'est le deuxième grand magasin. C'est un très grand magasin, voilà. À l'époque, c'est une curiosité mondiale aussi. Et voilà. Et donc c'est un magasin qui est fait de verre et d'acier, avec un magnifique escalier à double révolution pour descendre les étages, parce que c'est un magasin aussi où il s'agit de voir et d'être vu. C'est aussi un phénomène de société à l'époque. Et Aristide Boucicaut et son épouse
Marguerite vont faire un travail absolument incroyable d'innovation. Ils vont créer une bibliothèque pour les maris qui viennent accompagner leurs femmes. Ils vont créer pour pas qu'ils s'ennuient dans les rayons. Qu'ils s'ennuient dans les rayons pendant que leurs épouses se promènent tranquillement et découvrent les dernières nouveautés. Et ils vont créer également un salon de thé, bien sûr. Ils vont créer des collections par exemple, c'est là que sont nées aussi les collections de petites images pour les enfants. On crée le besoin parce que tous les jeudis, il y a une nouvelle image. Et évidemment, les chères têtes blondes veulent amener leur maman au bon marché pour avoir la nouvelle image de la semaine. Donc, ils vont créer évidemment les soldes. Ils créent beaucoup d'événements. Il y a des expositions d'œuvres d'art, des concerts. Il y a toute une organisation, toute une vie sociale qui s'organise autour dans les travées et autour des rayons du bon marché. Est-ce qu'on peut dire qu'il est, donc Aristide Boucicaut, en grande partie responsable du mythe de la Parisienne élégante? Oui, tout à fait. Voilà, c'est ce qu'on évoquait à l'instant, c'est que les femmes, c'est vraiment le début de l'émancipation des femmes qui vont passer la journée au bon marché et qui vont pouvoir essayer des robes, essayer des vêtements, ce qui ne se faisait pas auparavant, toucher les soieries, les magnifiques, les tissus, les paires de gants, les dentelles, les mousselines, etc. Et c'est vraiment là que naît la Parisienne telle qu'on l'imaginera et qui rayonnera à la fin du siècle à travers des figures très célèbres comme celles qu'on verra au moment de la Belle Époque, que ce soit les artistes ou tout simplement les femmes du monde, comme la comtesse Greffule, par exemple, dont je parle aussi dans le livre. Alors, qui a inspiré le personnage de la duchesse de Guermantes de Marcel Proust dans La Recherche du temps perdu. On invente, on est un peu dans la surenchère du progrès, et comme vous le disiez, avec toutes ces expositions et ces concerts au bon marché, on veut mettre en scène ce progrès. Et il y a un exemple qui est assez emblématique, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est les expositions universelles. Je pense aussi aux expositions coloniales, c'est une autre dynamique, oui. Mais ça rejoint tout à fait cette idée de vitrine un petit peu de la nouveauté, vitrine de l'invention. Alors, la première exposition universelle, c'est 1867 ? Oui. Et il y en aura un certain nombre, effectivement, mais la première, c'est 1867, et c'est une exposition universelle pour laquelle déjà on construit les grands et petits palais, on construit un certain nombre de halls d'exposition au cœur de Paris, à 2 pas des Champs-Élysées. Certaines de ces monuments, malheureusement, ont été détruits depuis. Mais c'est un quartier entier autour de la Tour Eiffel et des Champs-Élysées qui abrite ces expositions universelles. Et il y a là tout ce qu'on peut compter en France et dans le monde comme innovation technique, innovation scientifique, décoration, ameublement, toute la création, parce que là aussi il y a en France une tradition de l'ébénisterie, la création des cristalleries, tout cet univers sous Napoléon III, Paris, Napoléon III, c'est vraiment une scène de théâtre, le mode de vie sous Napoléon III. Et cette scène, eh bien, elle est représentée dans les expositions universelles où on peut voir tout ce qui a été créé par tous les inventeurs, les créateurs de l'époque dans tous les domaines, et en particulier pour la décoration de la maison, le mode de vie et toutes les inventions possibles et imaginables. Alors, si je me trompe pas, le Petit Palais et le Grand Palais, est-ce qu'ils n'avaient pas vocation à être détruits du fait de leurs caractéristiques éphémères? Et finalement, on se rend compte que
que toutes ces inventions, elles se sont inscrites dans le paysage parisien et que aujourd'hui et dans le paysage et vous parlez aussi beaucoup de Lyon, qui est aussi une grande ville importante qui a beaucoup fait tourner la roue du progrès. Mais aujourd'hui, quels sont les grands monuments emblématiques on a parlé de la Tour Eiffel, du Grand Palais. Quels sont Alors, la Tour Eiffel devait être détruite. La Tour Eiffel devait être détruite et effectivement, elle a été sauvée parce que finalement, d'abord parce que il y a eu à un moment donné un mouvement quand même parmi les élites de l'époque qui ont voulu préserver ce monument et on a réussi à lui trouver une vocation grâce aux premiers essais de radio. Par exemple, on a installé dans la Tour Eiffel des antennes, etc. Et c'est grâce à cela qu'elle a pu être sauvée. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'imagine pas que cette Tour Eiffel, elle avait comme vocation à être détruite après les expositions universelles. Mais et alors, donc on a parlé de la mise en scène et c'est aussi la période de l'essor du journalisme. Oui. Et vous avez un titre que je trouve assez révélateur avec le petit journal. Voilà, où en fait on apprend aussi à dire les choses les plus banales de la vie quotidienne et de les mettre voilà sur papier et de divertir les gens comme ça. Absolument. Donc en fait, c'est quand même une grande société de l'écrit puisque c'est aussi à cette époque-là qu'est créé plusieurs maisons d'édition et je pense à la bibliothèque Rose. Voilà, aussi. J'ai raconté aussi l'histoire de la bibliothèque Rose. Le petit journal, pour revenir à la presse, effectivement, c'est Moïse Millot donc qui crée ce petit journal et qui le premier a l'idée de faire un journal très bon marché pour le grand public. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que cela est en lien avec le fait que quelques décennies plus tôt, il y a eu une loi qui permettait de former les enfants à lire et à écrire. L'éducation se généralise, se démocratise. Et donc, il y a à ce moment-là, au tournant à la mi-19e, il y a évidemment une clientèle potentielle. Il y a de plus en plus de personnes qui savent lire et qui vont s'intéresser, alors qu'avant, évidemment, la presse papier, le journal est réservé, on peut dire, à une certaine élite intellectuelle et c'est une presse politique, c'est une presse engagée qui est destinée essentiellement aux dirigeants, aux élites, à l'aristocratie et aux grands bourgeois. Alors que Moïse Millot, il a cette intuition qu'il va pouvoir intéresser un grand public, un très grand public, avec des histoires de tous les jours. Donc le petit journal a des correspondants dans la France profonde et déjà on parle des faits divers, des grands événements qui se passent un peu partout dans le pays. Et surtout, son idée aussi, c'est d'avoir en bas de page, à la première page, un feuilleton. Et là, il a l'idée de faire appel à des grands écrivains comme Eugène Sue, par exemple, ou Émile Gaboriau, qui seront des auteurs de romans et de feuilletons à succès qui tiennent en haleine, évidemment, le lecteur d'un jour à l'autre, parce qu'il s'agit, évidemment, de le fidéliser, comme dans tout bon journal qui se respecte. Et puis, c'est cette presse qui est initié avec le petit journal, mais après il y aura bien d'autres suiveurs comme le Petit Parisien, etc. Et bien on raconte des faits divers bien sanglants parce que c'est ça qui plaît aussi aux lecteurs, tout comme aujourd'hui on voit encore dans la presse écrite ou à la télévision des émissions sur les meurtres, crimes et autres choses horribles. C'est déjà le cas aussi avec le petit journal où on vend un maximum d'exemplaires quand il y a un fait divers bien sanglant qui se passe dans telle ou telle région de France. Et c'est comme ça que la presse française aussi en matière de presse grand public va être la première du monde au tournant du XXe siècle. Il y aura 9 millions d'exemplaires vendus de presse quotidienne en France, ce qui à l'époque est tout à fait extraordinaire.
Et puis on l'a vu dans une autre émission, chers auditeurs, sur l'affaire Dreyfus, à quel point ce goût pour le feuilleton avait parfois alimenté l'intrigue et même rendu encore plus catastrophiques les événements qui étaient déjà assez. Oui. Et on parle d'écriture, on parle d'édition, on a évoqué la Bibliothèque Rose, et en fait vous ouvrez votre ouvrage sur... C'est vrai qu'on n'imagine pas du tout une ouverture de ce style, mais sur l'art de cuisiner de Antoine Beauvillier, qu'il publie donc en 1814, qui est un grand livre de cuisine, et Antoine Beauvillier qui va créer un des plus grands restaurants français, parisiens d'ailleurs, peut-être le premier. Oui, en tout cas un des premiers grands. Il y a eu disons que la gastronomie s'est vraiment installée à Paris à la fin du siècle précédent, dans les dernières années, et puis tout ça a été un petit peu après momentanément mis entre parenthèses par la Révolution, mais c'est autour du Palais Royal que les chefs commencent à créer de grands restaurants fin 18e, début 19e. Et effectivement, l'art du cuisinier d'Antoine Beauvillier, lui, il le sort en 1814, et c'est un des premiers guides que là j'ai vu ce matin que le guide Michelin venait de décerner ses étoiles pour cette année. Et c'est un des premiers grands guides. Il y aura aussi des guides tout à fait célèbres après, comme c'est la même époque, comme Grimaud de la Reynière, qui va aussi publier parce qu'on commence là aussi à cette époque à sortir dîner au restaurant. Et ça aussi, c'est nouveau. C'est une nouveauté. À Paris, il y a de plus en plus de restaurants qui s'installent. Il y en a environ, on dit qu'il y en a environ 2000 à Paris au début du siècle. Et tous les soirs, voilà, on commence à aller passer la soirée au restaurant. Et il commence à y avoir cet engouement pour les cartes, les menus un peu prestigieux. Et donc, les publications sont également se multiplient également à cette époque-là. On invente en fait la gastronomie, la haute gastronomie, comme on invente la haute couture. Oui, alors la haute couture, ce sera plus tard, ce sera vers la fin du siècle plutôt. Mais effectivement, la grande gastronomie commence là, et il y a un mot célèbre de Grimaud de la Reynière qui dit les animaux se repaissent, l'homme mange, seul l'homme d'esprit sait manger. Donc, effectivement, c'est l'époque où aimer aller au restaurant, apprécier les menus prestigieux, raffinés, c'est un signe, évidemment, de statut social, en quelque sorte. Donc, on en revient toujours, je trouve, à cette mise en scène, en fait, à la fois de l'invention et en même temps de la richesse, puisque la hiérarchie sociale, ça vous l'expliquez très bien dans votre livre, commence à se baser sur l'argent. On pense très instinctivement à la phrase de Guizot, enrichissez-vous par le travail et par l'épargne. Ça reflète, selon vous, l'état d'esprit du 19e? Oui, encore une fois, c'est un siècle où on a inventé l'entrepreneuriat, en fait, et où, pour la première fois, de grands bourgeois travaillent, et c'est devenu tout à fait normal de travailler, alors qu'avant, évidemment, dans la société d'Ancien Régime, l'aristocratie, d'abord la fortune vient de la terre, ou du rang, ou des deux, ou du sang, et les aristocrates ne travaillent pas, ils vivent de leur rente. Le 19e, c'est le siècle où l'économie moderne émerge grâce à une catégorie, une famille d'entrepreneurs extrêmement créatifs, justement, qui n'hésitent pas à mettre la main à la pâte et qui vont incarner cette bourgeoisie marchande. Et dans le livre, j'ai parlé d'un portrait qui a été fait par Ingres, de Monsieur Bertin, parce que ce portrait de Monsieur Bertin, eh bien, c'est ça, c'est le symbole de cette bourgeoisie entreprenante, voilà, qui va remplacer effectivement dans la société l'aristocratie d'Ancien Régime.
Alors, ce n'est plus la terre qui est le capital, effectivement, comme vous l'évoquiez, c'est l'argent. Et alors, l'argent que Émile Zola mettra en scène quelques décennies plus tard dans son roman, et où j'évoque aussi qu'il y a eu au 19e, alors ça n'est pas le premier krach financier ne date pas du 19e, il y en a eu dans l'histoire de la finance, il y en a eu à toutes les époques, mais disons que dans l'économie moderne, le premier krach financier d'importance, c'est celui de l'Union Générale, vous évoquiez Lyon tout à l'heure, voilà, et c'est vrai que c'est l'argent qui devient la richesse, enfin l'élément, la liquidité, c'est devenu la valeur suprême, l'argent c'est devenu la valeur suprême. Cette catastrophe financière, donc, qui date de janvier 1882, et vous nous montrez à quel point ça met la ville dans un état de léthargie et de panique totale, parce que quand l'argent ne circule plus, voilà. La hiérarchie est tremblante. Voilà, absolument. Une dernière question qui pourrait intéresser nos auditeurs, tout simplement, comment est-ce que vous, en tant qu'économiste, vous définiriez en quelques mots l'économie moderne, celle qui émerge au moment des grandes inventions? Cette économie moderne, justement, elle se caractérise, on l'a évoqué, avec le train, on aurait pu en parler après, évidemment, avec l'automobile, avec l'avion, bien évidemment, qui va terminer un peu cette période à laquelle je me suis intéressée, c'est-à-dire juste avant la guerre de 14, c'est-à-dire l'économie moderne, c'est la vitesse. Et c'est en même temps avec l'avion, etc. Et je parle aussi d'une période de libre-échange sous Napoléon III. C'est aussi les échanges, la fin alors malheureusement, la fin provisoire du protectionnisme, puisque sous Napoléon III, il y a eu une tentative de libre-échange pour que justement les marchandises et les hommes circulent plus librement, mais tout ça n'a pas duré, et depuis cette époque, on alternera dans l'économie toujours les périodes de repli sur soi et les périodes d'ouverture. Mais disons que l'économie moderne, c'est quand même l'ouverture. Grâce à l'avion aussi, on dit cette civilisation, on ouvre sur la civilisation du monde grâce au fait qu'il n'y a plus de frontières. Grâce à l'avion, on peut se déplacer dans le monde entier bientôt. Et donc c'est ça. Et puis effectivement, c'est la vitesse, c'est la création de richesses, et puis ce sont les hommes. On n'a pas beaucoup parlé des hommes encore là, mais c'est vrai que le 19e, c'est aussi l'époque où ce capitalisme naissant va voir les premières conquêtes sociales. On n'a pas parlé de Louise Michel et du travail pour tous. Louise Michel qui dit la République que nous voulons, c'est celle où tout le monde travaille. On n'a pas parlé non plus de la journée de travail de 8 heures, qui sera une des grandes revendications de la fin du siècle. Il y a une vraie réflexion sur le travail, en fait. Il y a une vraie réflexion sur le travail, sur l'économie. Et puis, il y a des dirigeants, des chefs d'entreprise qui commencent à réfléchir à ce que pourrait être une coopération, entre guillemets, capital-travail. Par exemple, comme Léon Harmel. C'est-à-dire, il y a tout le catholicisme social, par exemple. Il y a l'encyclique Rerum Novarum de Léon XIII, qui réfléchit au capitalisme, à la question sociale, au rôle de l'État dans la société, au partage, aux inégalités. Tout ça commence à germer autour de, voilà, et ça sera l'économie moderne, ça sera la grande aventure humaine collective du XXe et d'aujourd'hui encore, c'est-à-dire comment faire en sorte que tout le monde, tous puissent profiter justement de ce fameux progrès qui a émergé et qui ne cessera plus de nous offrir des nouvelles possibilités, mais aussi de nous lancer de nouveaux défis. Merci beaucoup Marie-Paule Virard pour cette très belle interview. On n'a pas tout évoqué malheureusement, mes chers auditeurs, je vous encourage à vous procurer donc le livre de Marie-Paule Virard, Les inventeurs du monde moderne, publié aux éditions Vendémiaire, une édition que vous commencez à bien connaître. Je vous remercie pour votre écoute et pour votre fidélité. Je vous rappelle que Storia Voce ne pourrait pas continuer sans vous, alors n'hésitez pas à faire un don sur notre page storiavoce.com, et je vous dis bien entendu à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens.